Bonjour à tous et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris pour une nouvelle soirée futuriste sur Science et Vie TV. Ça va bouger ce soir, je dirais même plus, ça va rouler puisqu'on va s'intéresser à l'avenir de l'automobile avec quelqu'un qui s'intéresse de très près aux voitures qui prétendent conduire à notre place. On le retrouve là-haut, au e-Lab, et il a plein de choses à vous raconter. Bonjour Marc Rigolo. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation Maïf. C'est un des seuls organismes en France qui finance et qui mène des recherches sur les véhicules autonomes. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement sur ces engins ? Alors, d'abord, la Fondation Maïf, effectivement, finance des recherches sur le risque, à la fois pour identifier des nouveaux risques, mais également pour trouver des parades. Et ce qui nous intéresse en particulier sur la voiture autonome, c'est qu'à la fois c'est un facteur de sécurité, et en même temps, c'est probablement un objet qui va générer de nouveaux risques. Alors oui, justement, on appelle véhicule autonome un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. Vous, dans le cadre de vos tests, les véhicules autonomes, pour vous, c'est quoi ? Alors, je pense que c'est bien de revenir au vocabulaire. Oui. Camus disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et effectivement, appeler les véhicules autonomes toutes les voitures qui sont dotées d'aide à la conduite, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'elles soient de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4 ou de niveau 5, c'est créer de la confusion et générer un discours un peu idéalisé sur la voiture qui circule aujourd'hui, qui n'est que de niveau 2, et faire croire à tout le monde qu'elle est autonome, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Alors vous avez des niveaux pour catégoriser l'autonomie, c'est comme ça que je l'entends. Niveau 1, niveau 2, c'est ce qui est sur les routes, et niveau 3 alors ? Alors, effectivement, il y a un consensus international sur ces niveaux. Niveau 1, c'est des petites aides à la conduite pour se garer. Niveau 2, on commence à mixer le longitudinal, donc rester sur la voie, et l'interdistance, donc être capable de freiner. Donc on peut finalement lâcher le volant et les pédales, mais en maintenant la supervision. Le niveau 3, c'est le niveau aujourd'hui le plus délicat et le plus difficile, puisque dans ce niveau-là, on présuppose que la voiture est capable, dans certaines circonstances, de conduire de façon autonome, mais qu'elle est capable de détecter ses propres défaillances et de demander au conducteur de reprendre le volant. Et pendant les phases où elle est autonome, on dit que le conducteur peut vaquer à d'autres occupations, ce qui nous semble, nous, en termes de sécurité, extrêmement dangereux. Parce que justement, ce temps que vous mesurez, il n'est pas satisfaisant, c'est ce que vous dites ? Alors effectivement, quand on a des temps de reprise en main du véhicule qui sont en moyenne de 4 secondes, voire plus pour certaines personnes, il est évident que quand vous êtes sur autoroute et qu'il y a une défaillance, en 4 secondes, vous faites beaucoup de chemin. Et le risque d'avoir un accident grave est important. Et on mesure également que ces temps de reprise en main sont complexes parce que le conducteur doit reprendre en main le véhicule dans un contexte cognitif, de compréhension du contexte et de la situation qu'il doit gérer, qui est difficile, qui est délicat, parce que si une voiture autonome dit « je ne peux plus faire », c'est que le contexte est délicat. Et à partir de ce moment-là, la reprise en main demande une attention très élevée, une analyse de la situation très élevée. Donc on peut reprendre la main vite, mais faire des bêtises. Ces véhicules dont on parle là, et qui posent problème selon vous, ils sont sur les routes ou ils sont encore interdits ? Aujourd'hui, il y a sur les routes des véhicules de niveau 2, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent, dans certaines circonstances, permettre au conducteur de lâcher le volant et les pédales, mais d'être toujours en supervision. On commence à voir arriver des véhicules de niveau 3, en tout cas c'est ce que la presse dit, c'est ce que parfois les constructeurs laissent entendre. Les tests qu'on fait aujourd'hui montrent que ces voitures dites de niveau 3 sont parfois incapables de détecter certains obstacles et donc ne sont pas du tout capables de générer le rappel à la conduite par le conducteur puisqu'ils ne sont pas capables de voir ce qui se passe. Donc aujourd'hui il y a quand même d'énormes progrès technologiques, il y a des verrous technologiques à passer pour arriver à passer sur ce niveau 3 et à terme le niveau 4 et le niveau 5. Niveau 4 et niveau 5, alors ça correspond à quoi ? Le niveau 5, c'est la cible, c'est la véritable voiture autonome, celle dans laquelle le conducteur n'aura plus à tenir le volant, il y aura même peut-être plus de volant, et elle ira d'un point A à un point B en toute autonomie. Ça veut dire, pour être concret, que ce sont des véhicules qui seront capables de fonctionner sur toutes les infrastructures, dans tous les types de trafic, et sans l'aide du conducteur. Aujourd'hui, on en est très loin. Le niveau 4, ce sont des véhicules qui feraient ça uniquement dans certaines circonstances, sur autoroute, dans des bouchons, sur du parking à faible vitesse en ville, donc des circonstances assez limitées. Voilà. Et le niveau 3, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que le conducteur puisse reprendre en main le véhicule, ce qui est un peu différent. Et donc, on est aujourd'hui au niveau 3, les voitures sont sur les routes, et pourtant vous les avez testées en juillet, et sur 8 voitures, c'est pas très joli, on peut le dire comme ça. Ce qui est compliqué sur ce niveau 3, c'est qu'on est sur des voitures qui sont sur le marché, haut de gamme, très chères, bardées de technologies extrêmement performantes, qui montrent des capacités à aider le conducteur tout à fait étonnantes. Par exemple, la nuit, la voiture va détecter des choses que vous ne voyez pas. Par exemple, elle va être capable d'amplifier votre freinage pour éviter un choc arrière. Donc, sur des voitures qui sont extrêmement performantes. Mais néanmoins, sur des situations qui peuvent paraître étonnantes ou surprenantes, et nos tests le démontrent, parfois des choses énormes qu'un conducteur ne pourrait pas louper, ces voitures n'identifient pas un obstacle, par exemple, ou ne sont pas capables de le gérer. Mais alors, qu'est-ce qui est compliqué ? Qu'est-ce qui
il est difficile de faire pour que ces voitures n'arrivent pas à atteindre ce niveau 3. Quand on regarde dans l'algorithme, qu'est-ce qui bloque vous? Vous avez accès peut-être à ces logiciels? C'est très difficile d'identifier clairement ce qui ne fonctionne pas quand ça ne fonctionne pas. D'une part parce qu'il y a un problème de répétabilité, c'est-à-dire que vous pouvez faire 3 fois le même test, exactement le même test, 2 fois ça ne va pas marcher, la 3e fois ça va marcher. Enfin la voiture va s'arrêter. Pourquoi? Peut-être que c'est un problème de capteur, peut-être que c'est un problème d'interprétation du signal qui a été enregistré. On ne le sait pas. Et comme ces voitures fonctionnent beaucoup sur des bases d'intelligence artificielle et de machine learning, donc d'apprentissage, il est extrêmement difficile de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Et d'ailleurs, les tests qu'on pourra faire demain pour réguler ou pour autoriser certaines voitures seront extrêmement difficiles pour ces raisons-là, parce qu'il est très difficile de répliquer les tests. Vous parlez de machine learning, c'est comme ça que ça se passe. L'humain, il apprend à conduire en conduisant. Est-ce que ces voitures ne vont pas apprendre à conduire en conduisant également? Alors oui, les voitures vont apprendre à conduire en conduisant, c'est évident, mais il faudra des millions et des millions de kilomètres. Aujourd'hui, on a des statistiques qu'on nous donne sur le nombre d'accidents pour 1000 km parcourus, qui sont finalement, quand on les regarde de près, pas si éloignés de la statistique qu'on a sur des véhicules que vous conduisez, vous et moi. Mais la difficulté qu'on risque d'avoir à un moment aussi, c'est la question de l'accident, parce qu'on ne peut pas laisser croire aux gens qu'il y aura une sécurité parfaite sur ces véhicules, puisque de toute façon, il y aura des erreurs possibles. Et la question de l'acceptabilité est une question assez fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale? Parce que si on y réfléchit bien, aujourd'hui, sur des systèmes de transport qui sont assez sécurisés, assez isolés, comme le train, voire l'avion, avec des systèmes de pilotage automatique qui sont extrêmement performants, aujourd'hui, on a toujours des conducteurs dans les avions et dans les trains. Et donc, ça veut dire que l'homme a une tolérance plus forte pour l'erreur humaine en cas d'accident que pour l'erreur machine. Errare humanum est, depuis l'Antiquité, on a admis qu'on pouvait faire des erreurs, que vous pouviez faire une erreur. Et si vous faites une erreur, que vous avez un accident, je vais être capable de me mettre à votre place pour me dire, est-ce que j'aurais fait aussi bien? Est-ce que j'aurais pas fait la même erreur? Et donc, il y a une forme de tolérance. Alors qu'avec la machine, il n'y aura pas cette tolérance, en tout cas pas à court terme. Et il faudra beaucoup de temps pour qu'on tolère l'erreur de la machine. Et donc, il va falloir qu'elle soit assez parfaite pour qu'on les accepte. Ça veut dire qu'en vous écoutant, là, on bloque un petit peu sur le niveau 3. C'est-à-dire que le niveau 4 et le niveau 5, c'est même pas la peine d'y penser alors? Alors, dans mon esprit, mais ça n'est que la vision qu'on a à la Fondation Maïf, au regard des études qu'on conduit, effectivement, le niveau 4 et le niveau 5 sont un peu éloignés. D'abord parce qu'il y a des verrous technologiques à faire sauter et ils sont complexes, techniques, technologiques au niveau de l'intelligence artificielle. Ensuite, tout simplement parce qu'il faudra du temps pour arriver à tout ça, parce qu'il va falloir faire beaucoup de kilomètres. Et il y a d'autres problèmes qui se posent sur ce véhicule de niveau 4 et niveau 5. Il y a le problème de la responsabilité. Qui est responsable en cas d'accident? Il y a des problèmes autour de l'apprentissage. Est-ce qu'il ne faudra pas créer des permis de conduire spécifiques pour ces voitures-là? Et il y a des difficultés, comme je le disais tout à l'heure, sur l'acceptabilité. Puis vous rajoutez à ça une couche éthique, c'est que quand on commencera à avoir des voitures qui vont fonctionner de manière autonome, donc dans un cadre dans lequel elles prendront elles-mêmes les décisions, il y a ce qu'on appelle le dilemme du trolley ou du tramway, qui consiste à dire, si je dois sacrifier quelqu'un en cas d'accident parce qu'il y a une défaillance, ou en tout cas je n'ai pas vu venir quelque chose, qui je sacrifie? Pour ramener ce dilemme à la voiture autonome, vous êtes sur une route, vous avez le choix entre basculer la voiture dans le ravin ou écraser l'enfant qui est sur la route et qui traverse à pied, ou écraser la grand-mère qui est très vieille, mais qui est sur le bas-côté et qui n'a rien demandé à personne. Voir si vous êtes en Inde, écraser la vache sacrée qui est dans le champ. Qui va décider qui on sacrifie? Est-ce que nous, en tant que conducteurs ou en tant que citoyens, on acceptera qu'une machine décide pour nous de ce sacrifice? Dans le cas de l'humain, c'est beaucoup moins complexe parce qu'on va accepter qu'il y a eu une erreur, qu'il a fait ce qu'il a pu et que c'était la fatalité. Dans le cas de la machine, on saura qu'elle a choisi, ce qui est quand même très très différent. C'est pour ça que sur le niveau 4 et 5, il y a quand même un certain nombre de difficultés à surmonter et ça prendra un petit peu de temps. Et j'imagine aussi que vendre une voiture en disant je choisirai ça, ça peut poser aussi d'autres problématiques. C'est-à-dire, est-ce que j'achète une voiture qui va assurer ma vie en priorité par rapport à un groupe de personnes, par exemple, sur le bord de la route? C'est peut-être pas facile à vendre non plus. Tout à fait, il y a des constructeurs d'ailleurs qui ont dit très clairement qu'ils allaient protéger d'abord le conducteur, mais c'est une vraie question de fond, une vraie question éthique qu'on pourrait se poser. Ce qui veut dire aussi pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est utiliser toute cette technologie qui fonctionne, mais laisser quelqu'un derrière le volant alors? Alors, en tout cas, à court terme, c'est que sur ces voitures, même si elles semblent être très très sophistiquées, il est très très prudent et très préférable de laisser effectivement le conducteur avoir une maîtrise, une attention de ce qui peut se passer, parce que les véhicules peuvent rater des choses ou peuvent faire des alertes tardives. Et d'ailleurs, un des champs de recherche extrêmement développés aujourd'hui, c'est le contrôle du conducteur pour le maintenir dans la boucle. Parce que
into the loop, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour qu'il reste dans la boucle. Donc en fait, on va proposer des voitures semi-automatiques dans lesquelles on va permettre au conducteur de se désengager de la conduite, tout en surveillant qu'il ne se désengage pas trop de la conduite pour pouvoir lui permettre de revenir très vite dans la conduite pour reprendre en main le véhicule. Donc on voit bien qu'on est loin de ce que j'appelle le véhicule autonome. Merci beaucoup Marc Rigolo d'avoir partagé vos recherches avec nous. Merci à vous. Après avoir découvert les enjeux autour de ces voitures autonomes, il est temps de les retrouver en images sur Science et Vie TV. Moi je vous dis à la prochaine et ne lâchez pas le volant.